Alors, nous voici avec les antiépileptiques. Donc déjà, ce qu'il faut mettre en évidence dans le cours, c'est que les médicaments qu'on voit à ce niveau-ci, donc les médicaments antiépileptiques, ils sont utilisés, donc on dit à titre préventif. Donc c'est-à-dire que c'est des spécialités que les personnes vont prendre tous les jours pour éviter de faire une future crise d'épilepsie. Donc on appelle ça un traitement de fond ou encore un traitement prophylactique. Donc il ne faut pas confondre avec, au début du cours de système nerveux, on avait vu que certaines benzodiazépines pouvaient être utilisées donc, lors de convulsions pour diminuer la crise. Donc ça, c'est en injection le plus souvent qu'on va les faire parce on aurait difficile de donner quelque chose par voie orale à quelqu'un qui est en train de convulser. Et donc à ce moment-là, les benzodiazépines, c'est pour le traitement de crise. On les donne au moment où la personne fait sa crise. Et alors pour éviter qu'elle refasse une future crise, ben, elle aura un traitement de fond, donc dans les spécialités qu'on voit ici, anti-épileptiques, un traitement de fond qu'elle prend tous les jours. Ça ne pas confondre ce qu'on appelle traitement de crise et traitement de fond. Alors, au niveau des effets secondaires de ces médicaments antiépileptiques, donc ça peut donner de la somnolence et surtout certaines spécialités plus que d'autres, hein, mais certains PA sont dits tératogènes, donc ça veut dire que ça pourrait entraîner une malformation donc, du fœtus chez la femme enceinte. Donc c'est pour ça que certaines spécialités sont contre-indiquées pendant la grossesse. Donc il y a eu notamment des problèmes avec la spécialité d'Épakine, hein, qui contient le valproate. Donc ça maintenant, on met bien en évidence que le valproate et la grossesse, c'est à risque justement de malformation. Donc il faut l'éviter. Donc les personnes qui devront être mises sous Dépakine, mais voilà, le médecin va faire un test de grossesse pour être sûr qu'elles ne sont pas enceintes. Il va mettre en place une bonne contraception pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Alors, au niveau des interactions, donc certains PA dans les antiépileptiques sont adducteurs de cytochrome. Donc, ça veut dire qu'ils font fonctionner plus les enzymes là, présentes au niveau du foie, qui pourraient donc dégrader d'autres médicaments qui en sont substrats. Un exemple de substrat de ces cytochromes, ben, c'est la pilule contraceptive. Je dis pilule, mais tout ce qui est patch contraceptif et anneau est également concerné. Donc ça veut dire qu'avec certains antiépileptiques plus la pilule contraceptive, ben, il y aurait une augmentation donc, de l'enzyme qui dégrade la pilule, et donc ben, il y aurait moins de pilules dans le sang, et donc il y aurait une diminution de son efficacité. Donc dans ces cas-là, soit ben, on augmente la dose de la pilule pour qu'il y en ait encore suffisamment, mais même quand on augmente la dose, on dit quand même toujours qu'il vaut mieux utiliser un autre moyen de contraception en même temps, donc par exemple le préservatif pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Ou alors la femme peut mettre un stérilet parce que ça, les dispositifs intra-utérins ne sont pas concernés par cette interaction. Et alors, donc ça c'est d'une part, donc certains PA antiépileptiques sont inducteurs, mais certains PA antiépileptiques eux-mêmes peuvent être substrats de cytochrome. Donc ça veut dire que si on les associe avec un autre médicament qui est soit inducteur ou inhibiteur de cytochrome, mais la concentration de l'antiépileptique va varier. Soit elle va augmenter, soit elle va diminuer. Donc dans les deux cas, mais ça peut être grave. Donc en plus, il est bien mis dans le cours que ces médicaments antiépileptiques ont une marge thérapeutique étroite. Donc ça veut dire que la concentration efficace et la concentration toxique est très proche. Donc si on les associe avec un inducteur ou un inhibiteur de cytochrome et que la concentration varie, ben, on est très vite soit dans une concentration trop basse, le médicament ne fait pas effet et donc la personne va peut-être refaire une crise d'épilepsie. Et à l'inverse, si sa concentration augmente, ben, on est vite dans des concentrations toxiques. Donc vous voyez, les antiépileptiques, il faut vraiment faire attention. Enfin, ça c'est le médecin, dès qu'on met un médicament supplémentaire chez une personne qui est sous ces spécialités-là, il faut toujours bien checker qu'il n'y ait pas d'interaction. Donc vous, si à l'écran, au niveau de l'officine, quand vous scannez des médicaments chez une personne qui est sous antiépileptique et qu'il y a une fenêtre qui apparaît en disant attention, interaction avec un autre médicament, ben, il ne faut pas passer à côté puisqu'on vient de le voir, ça peut être grave. Alors, de nouveau, donc dans les spécialités antiépileptiques, il y en a certaines qui sont utilisées pour d'autres indications. Donc les deux autres indications que moi je vous demande de retenir, donc c'est pour traiter les douleurs neuropathiques et pour le traitement de fond de la migraine. Alors,
j'ai mis en remarque ici parce que j'ai eu certains commentaires à ce niveau-là. C'est vrai que dans le système nerveux, c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de spécialités qui peuvent être utilisées pour totalement autre chose. Parfois, c'est même pas indiqué dans la notice, donc ça, c'est pas toujours évident. Mais de façon générale, nous, en officine, on n'a pas accès au dossier médical des patients. Donc, quand on voit une spécialité, ben, par exemple des paquines qui est prescrite, on pourrait se dire tout de suite à première vue, ah cette personne-là souffre d'épilepsie. Ben non, c'est pas du tout pour ça. C'est pour le traitement de fond de la migraine. À l'inverse, avec les antidépresseurs, quelqu'un est mis sous Redomex. Ah, c'est une personne qui souffre de dépression. Ben non, on lui donne ça pour des douleurs neuropathiques. Ou quelqu'un à qui on prescrit du Dominal, ah ben cette personne-là souffre de schizophrénie. Non, on lui donne pour une insomnie sévère. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Donc c'est vrai que il faut pas se dire tout de suite quand on voit la spécialité, ah cette personne souffre de dépression, souffre de schizophrénie, souffre d'épilepsie. Il faut soit demander au patient, puisque de toute façon on n'a pas accès au dossier, pour être sûr de savoir pourquoi on lui a prescrit. Deux petites choses avec la spécialité des paquines. Donc d'abord ici, sous forme de comprimés, il y a deux types de comprimés différents. Donc soit il y a ce qu'on appelle le Dépakine chrono. Donc chrono, il l'est mis juste ici en dessous, c'est pour comprimer à libération prolongée. Alors c'est assez particulier, je crois que c'est la seule exception, enfin j'en vois pas d'autres comme ça tout de suite, mais normalement tout ce qui est comprimé à libération prolongée, donc il y a un enrobage qui fait qu'il est libéré progressivement, donc tous ces comprimés-là, on n'est pas censé pouvoir les couper en deux par exemple, parce que sinon on casse l'enrobage et la libération prolongée ne se fera plus. Mais celui-ci, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est même mis en rouge sur la boîte, il est bien mis que ce sont des comprimés sécables, donc ça veut dire qu'on peut couper en deux. Donc comment est-ce que ça fonctionne ? En fait, il faut s'imaginer que c'est comme si on avait pris deux comprimés, qu'on avait fait l'enrobage à libération prolongée sur chacun des comprimés, et que les deux comprimés, on les avait collés ensemble. Donc c'est pour ça qu'un comprimé des paquines chrono, on peut le couper en deux, ça ne va pas casser l'enrobage au niveau de la libération prolongée. Ça va, donc on peut le couper en deux. Et un autre des paquines qui existe donc en comprimé, c'est les comprimés entériques. Donc là, il est bien mis en dessous, entérique, on avait vu. Ça veut dire que c'est des comprimés gastro-résistants. Donc à prendre en dehors des repas, c'est pour protéger l'estomac. Et donc du coup, ils vont être libérés au niveau des intestins. Donc ne pas confondre des paquines chrono, des paquines entériques. Les boîtes se ressemblent quand même assez fort. Si on va vite dans le tiroir, on peut vite confondre. Toujours au niveau du dépakine, deux choses à ne pas confondre non plus. C'est ici sous forme de liquide. Il existe en liquide soit le dépakine sirop, soit le dépakine en solution. Donc de nouveau, quand on n'a jamais été en officine, qu'on n'a jamais vu les deux boîtes, on peut peut-être vite confondre les deux. Et ça pourrait être très grave, parce que si vous regardez le sirop, donc il est bien mis sirop dessus, c'est 300 mg donc, de valproate par cuillère à café, par 5 millilitres. Tandis que en solution buvable, ici, c'est 300 mg, mais par millilitre. Donc la solution est 5 fois plus concentrée que le sirop. Et il y a déjà eu des erreurs où le médecin avait prescrit sur l'ordonnance des paquines sirop, et on a délivré à l'officine la solution, et donc la personne, on lui avait dit de prendre par exemple, je sais pas moi, une cuillère à café par jour, elle prenait sa cuillère à café, alors qu'on lui avait donné le Dépakine solution, et donc elle prenait 5 fois plus de doses. Donc vraiment, faites attention, Dépakine sirop et Dépakine solution, de ne pas confondre les deux boîtes. Donc voilà pour les antiépileptiques.